Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres. Le règlement de la question libyenne doit se faire avec les Africains. Le message délivré au sommet de Brazzaville consacré à la guerre en Libye. Vous entendrez dès le début de ce journal le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. La campagne pour les élections législatives et municipales camerounaises du 9 février se poursuit. Dernière ligne droite pour les candidats en liste, notamment ceux du RDPC au pouvoir. Le président Recep Tayyip Erdogan reçu au Sénégal par le président Macky Sall. Au cœur de ce déplacement, le renforcement des relations commerciales entre la Turquie et le Sénégal. La situation en Libye, l'objet d'un sommet ouvert ce jeudi à Brazzaville en République du Congo. Il s'agit de la 8e réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, comité dirigé par le président congolais Denis Sassou Nguesso. L'Union africaine doit organiser cette année le forum de réconciliation nationale interlibyen. Cette rencontre de Brazzaville a pour objectif de relancer le processus de paix en Libye, surtout depuis la reprise dimanche 26 janvier des combats par les forces du maréchal Khalifa Haftar qui depuis avril 2019 cherche à prendre le contrôle de la capitale Tripoli. Sur cette rencontre, je vous propose d'écouter le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso qui préside également le comité de haut niveau de l'UA. Par sa position en première ligne dans la résolution du conflit libyen, l'Union africaine a reçu mandat d'organiser durant cette année 2020 le forum de réconciliation nationale inclusif interlibyen préalable à des élections présidentielles, législatives et locales libres, crédibles et inclusives. Le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, président du comité de haut niveau de l'UA sur la Libye. Pouvoir et opposition en campagne au Cameroun en vue des élections législatives et municipales. Les électeurs sont appelés aux urnes le 9 février. Grande mobilisation sur place des candidats, notamment ceux du RDPC présents dans toutes les circonscriptions électorales. Quant aux députés sortants, eh bien, ils défendent leur bilan. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage de Nelly Claude Debessa et Viviane Bauken. Malgré le boycott annoncé, les militants RDPC du département du Mfundi sont à pied d'œuvre dans cette campagne électorale. Leurs députés sortants doivent significativement être réélus. À Yaoundé 2, le candidat député Paul-Éric Njomgwe se veut rassurant quant à la tenue de ces élections législatives. Il appelle les populations du département du Mfundi à jouer leur rôle et à renouveler une fois de plus leur confiance en lui ainsi qu'à son parti. Nous sommes dans une circonscription où il y a plusieurs partis politiques. Si sur une dizaine de partis politiques, 2 disent qu'ils ne vont pas aux élections, ça ne peut pas être la raison pour laquelle nous allons dormir sur nos lauriers dans la mesure où une élection n'est jamais gagnée d'avance. Ce n'est pas que nous ne pensons pas à ce boycott, mais nous voulons quand même être élus avec une certaine légitimité. Pour ce nouveau mandat, le député RDPC Paul-Éric Njomgwe envisage d'améliorer le cadre de vie des populations en compagnie de ses camarades de liste. Un mandat qui, pour le député sortant, contribuera à appliquer les nouvelles dispositions de la loi sur la décentralisation. Mais nous avons la chance, et puis dans notre arrondissement, nous avons un jeune maire très dynamique qui comprend bien de quoi il s'agit. Depuis qu'il est à la tête de cette mairie, les populations sont très contentes de l'amélioration qu'il a apportée pour leur cadre de vie. Avec ce nouveau code, les choses seront meilleures qu'avant. Pour l'heure, les candidats représentant les 451 listes présentées par 35 partis politiques pour les élections législatives continuent de battre campagne pour accéder à la 10e législation du Cameroun. Dans le département du Mfundi, où un certain dynamisme a été observé depuis le début de la campagne le 25 janvier, les populations ont promis de se rendre aux urnes pour voter le 9 février 2020. Malgré la présence des forces internationales et régionales comme la force militaire conjointe du G5 Sahel, la région subit des attaques terroristes de plus en plus fréquentes et meurtrières. Depuis les premières violences dans le nord Mali en 2012, se pose alors la question de savoir comment traiter le problème et certains défendent
une approche plus globale impliquant la solution négociée. Ange Bijou-Nomenio. Faut-il négocier avec les terroristes ? Face à la recrudescence des attaques, certaines voix s'élèvent au Mali et au Burkina Faso pour évoquer cette possibilité. Elles affirment que la solution ne peut pas être que militaire. Elle doit passer également par la politique et le dialogue. Au Mali, à l'origine du problème, c'est une revendication territoriale qui a dégénéré avec l'explosion de la Libye. Mais au Burkina, on a des attaques qui n'ont pratiquement jamais vraiment été revendiquées sur ces derniers mois avec la situation qui s'empire. En réalité, quand on parle de négocier, le Burkina, jusqu'à une période de temps, n'avait pas d'interlocuteur. Si la piste du dialogue est évoquée par les deux États, encore faut-il trouver les interlocuteurs. Au Mali, la difficulté ne se pose pas trop puisqu'il y a des répondants. Mais au Burkina Faso, les autorités ne savent pas exactement qui sont les interlocuteurs. Aujourd'hui, si vous dites au Burkina de négocier, il va négocier sur quelle base? La revendication elle-même n'est pas établie. C'est-à-dire qu'on vous donne quoi contre quoi. C'est ça. Pour négocier, il faut une base. Il faut déjà connaître véritablement ton ennemi ou ton adversaire et savoir ce qu'il veut. Et puis, en fonction de ses exigences, voir ce qu'on peut lâcher pour avoir la paix. Au début, on a soupçonné de Burkinabés, en soi-disant qui étaient derrière ces attaques parce qu'on voulait déstabiliser le régime. On n'a même pas pu identifier clairement ces personnes. Jusqu'alors, la présidence du Burkina Faso a rejeté toute idée de dialogue avec les groupes terroristes. Même si le gouvernement semble vouloir négocier côté malien, il va falloir en découdre avec d'autres groupes djihadistes plus viraux comme l'État islamique au Grand Sahara. Focus à présent sur la visite du président turc Recep Tayyip Erdogan au Sénégal. Les deux États souhaitent donner un nouvel élan à leur partenariat. Le chef de l'État sénégalais, le chef de l'État turc a été reçu par le président sénégalais Macky Sall pour qui la Turquie occupe un rôle de premier plan, notamment dans ses grands projets d'infrastructure. Siamlo Victoria Sedji. Le Sénégal et la Turquie renforcent leur coopération. Ce mardi 28 janvier, 7 nouveaux accords ont été signés entre les présidents Macky Sall et Recep Tayyip Erdogan de la Turquie. Le président turc était en visite officielle au Sénégal pour la deuxième fois en tant que chef d'État. Vraiment, je suis très satisfait de la coopération et il y a d'autres sujets sur la défense qui rentrent aussi dans ce cadre. Il faut que le Sénégal aussi vende à la Turquie. Et dans ce cadre, nous sommes en train justement de faire en sorte que nos produits, notamment notre produit phare, que l'arachide puisse également accéder à ce marché après la Chine et l'Europe. Le président Recep Tayyip Erdogan, qui était accompagné d'une forte délégation du secteur privé. Les deux homologues ont également présidé l'ouverture du Forum d'affaires Sénégal-Turquie, un forum qui entend développer le secteur privé des deux pays et élargir leur coopération à d'autres domaines. Grâce aux gros investissements dans les infrastructures notamment, la Turquie devient résolument un partenaire fiable pour le Sénégal. Nous avons atteint la plupart de nos objectifs fixés en 2018 et je me réjouis de cela. Nous nous étions fixés à l'époque un volume d'échanges commerciaux de 400 millions de dollars et Dieu merci, nous avons pu l'atteindre. Cependant, les données de 2019 nous montrent bien que nous devons consacrer davantage d'efforts, développer les liens commerciaux entre nos pays respectifs. Aujourd'hui, nous nous sommes fixés un objectif ambitieux qui est d'atteindre 1 milliard de dollars et je crois que nous allons atteindre ces objectifs au plus tôt. Cette visite devrait permettre de mettre en place une nouvelle politique d'ouverture, beaucoup plus dynamique, a assuré le président sénégalais. 29 projets de développement ont par ailleurs été annoncés. 8 millions de Rwandais n'ont toujours pas accès à l'électricité. Il s'agit pour la plupart d'habitants des grandes villes, car en région, c'est moins d'une personne sur 10. Soutenu par la Banque mondiale, le gouvernement se dit engagé à résoudre la problématique avec un objectif de 100% de couverture d'ici à 2024. Siamlo Victoria Sedji. Le gouvernement du Rwanda projette d'installer d'ici à 2024 550 MW d'énergie. Pour y arriver, il devra injecter 1,5 milliard de dollars dans ce projet ambitieux selon le ministère des Infrastructures. En une vingtaine d'années, le taux d'électrification nationale a rapidement progressé. De 1% en 1994, il était de 10% en 2010, puis de 52,8%.
en 2019. Nous nous sommes donné pour objectif de connecter 3,8 millions de ménages d'ici 2024. Jusque-là, nous en avons connecté 1,4 million. Il nous reste donc 2,4 millions de ménages à électrifier, ce qui représente un investissement de 1,5 milliard de dollars. Pour les 2,4 millions de ménages restants à connecter, les autorités veulent mettre à profit les technologies hors réseau. Ce système est conçu pour aider les populations à fonctionner sans le soutien d'une infrastructure à distance. En 2019, ils ont été 14,3% à pouvoir en bénéficier. De plus en plus, vous voyez qu'on a une chute de plus de 50% des prix des modules photovoltaïques. C'est vraiment important, au-delà du fait qu'il y a des grands enjeux environnementaux avec l'utilisation de ces sources d'énergie. Voilà. Également avec ces technologies hors réseau, on a la capacité également de pouvoir gérer aussi l'équipe of demande sur le secteur. Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement s'active et compte sur une stratégie de mobilisation basée sur la crédibilité du pays. Des démarches sont en cours selon le gouvernement. Elles permettront de mobiliser le financement nécessaire. L'exécutif mise également sur la promotion de partenariats publics et privés. Le marché des devises de l'Ouganda, de plus en plus performant dans la zone Afrique de l'Est, notamment sur la période 2018-2019. Une dynamique qui pourrait être cependant améliorée avec une plus grande mobilisation des investisseurs locaux qui demeure encore très limitée. Nathalie Mouf. Le marché des devises de l'Ouganda a évolué de 2% entre 2018 et 2019, soit de 50 à 52%. Une performance qui a permis au pays de se positionner en tête de ce secteur en Afrique de l'Est, selon des experts. Ce segment des activités financières de l'Ouganda a été porté par son niveau élevé de réserve de change par rapport au flux net d'investissement de portefeuille capable de couvrir plus de 4 mois d'importation. Si le secteur du Forex Exchange de l'Ouganda est aussi performant aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont un système financier ou alors un secteur financier assez développé. Et l'intérêt pour ce type de marché, c'est que lorsque vous avez des investisseurs performants, ils vous ramènent des devises. L'excellente performance du marché des devises de l'Ouganda profite principalement aux investisseurs étrangers qui y trouvent une facilité d'échange sans tracas liée à l'accès aux devises. Cependant, les capacités des investisseurs locaux sont encore limitées dans le pays à cause notamment de l'ignorance des opportunités offertes par le Forex ougandais. 80% des personnes qui interviennent sur le marché du Forex perdent leur argent et les 20% appartiennent en général à des grands groupes financiers. Ça peut expliquer la frilosité des investisseurs ougandais par rapport à ce marché, surtout que voilà, il faut comprendre un marché avant d'y investir. Malgré les résultats positifs du marché des devises ougandais, des efforts restent à fournir. Selon l'indice ABSA Africa Financial Market 2019, l'Ouganda doit encore parfaire sa transparence financière ainsi que la légalité et l'applicabilité des accords cadres des marchés financiers standards. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.